Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de sciences et technologies de 3e secondaire. Aujourd'hui, on va aborder l'ingénierie. Dans cette vidéo, on va traiter des contraintes, des propriétés des matériaux, des catégories de matériaux, des étapes de fabrication et des procédés de fabrication. Donc, premier sujet, les contraintes. En fait, une contrainte, c'est une force qui est exercée sur un corps pour le déformer. Dans notre image en dessous, on a un ballon et on met nos deux mains de chaque côté et on appuie sur le ballon pour l'écraser. Donc, mes flèches rosées représentent la force que j'ai exercée pour déformer mon corps, ma balloune. Et donc, ma balloune subit une contrainte. Il existe différents types de contraintes, on va les énumérer, on va vous les présenter. La première, c'est la compression. Donc ici, on a un cylindre qu'on voit à gauche dans mon image avec la flèche rouge. La flèche rouge représente la contrainte. Et donc, on essaye d'écraser mon cylindre et la flèche bleue démontre qu'est-ce qui arrive après avoir subi la contrainte. Ben, mon cylindre a été écrasé. Donc, la compression, c'est une force qui cherche à écraser mon objet, mon matériau. La deuxième contrainte, c'est la traction. Donc ici, dans l'image qu'on vient de voir apparaître, on a notre tuyau, notre tige de métal, avec les deux flèches rouges qui représentent la force, qui tire de chaque côté de mon tuyau. Et en fin de compte, après la flèche bleue, ce qu'on voit, la modification, c'est que mon tuyau s'est étiré. Donc la traction, c'est lorsqu'une force cherche à étirer mon objet. Contrainte suivante, c'est la torsion. Donc, dans l'image qu'on voit, on a une pièce métallique qui est à base rectangulaire, un polygone à base rectangulaire, et les flèches rouges, c'est des flèches qui sont un mouvement circulaire, mais dans des sens opposés. Et quand on va avoir le résultat, l'autre bord de la flèche bleue, on voit que ma tige a été tordue. Donc, la torsion, c'est une force qui cherche à tordre mon objet. Donc, deux forces circulaires dans des sens opposés qui vont essayer de tordre un objet, comme une guenille. La contrainte suivante, la flexion. Donc, sur l'image qu'on voit, on a une plaquette de métal qui subit une force vers le bas en son centre. Et sous l'action de cette force, eh bien, ma tige va se plier, elle va fléchir. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand même que ma tige, elle a des supports qui la retiennent à chacune de ses extrémités. Il y a des forces qui sont appliquées vers le haut, donc en sens contraire de la force qui cherche à le déformer. Et c'est ce mélange de ces trois forces qui produit la flexion qu'on observe. Donc la flexion, c'est lorsqu'une force cherche à plier un objet. Ensuite, on a le cisaillement, qui est notre dernière contrainte. Le cisaillement, on peut la voir dans l'image qui est ici, on a notre même pièce polygonale à base carrée, mais cette fois-ci, au lieu que les forces soient orientées vers l'intérieur et qu'elles soient circulaires, elles sont orientées vers l'extérieur dans des sens opposés de façon parallèle. Donc, ce que ça va donner, c'est que ça va couper mon objet en deux. C'est des forces qui cherchent à déchirer, à découper un objet. C'est des forces parallèles, mais dans des sens contraires, des forces rectilignes. Donc ça, c'est toutes nos contraintes. On a ici tous les sujets qu'on voulait aborder. On vient de finir les contraintes. On a 1 sur 5 de terminé. On va passer aux propriétés des matériaux. Donc, c'est quoi les propriétés des matériaux? Eh bien, on a deux types de propriétés, les propriétés mécaniques et les propriétés non mécaniques. Une propriété mécanique, c'est la réaction du matériau face à une contrainte. Une contrainte qui est une force qui va chercher à déformer mon matériau. Donc ici, propriété mécanique, propriété, c'est sa réaction du matériau. Si on parle d'une propriété non mécanique, eh bien, ça va être encore une fois une réaction du matériau, mais dans une situation où il ne subit pas de déformation. Fait qu'ici, on va parler de chaleur, de réaction avec les produits chimiques, des choses comme ça, qui ne sont pas des déformations mécaniques. Donc, si on commence nos propriétés mécaniques, la première propriété, c'est la dureté. Fait qu'ici, on parle de résister à la pénétration. Et là, quand on parle de pénétration en mécanique, on parle d'essayer de percer mon objet ou de le rayer.
Donc, un exemple, c'est les types de bois qui vont être plus durs à percer avec une perceuse. La propriété mécanique suivante, c'est l'élasticité. Et on parle de reprendre sa forme après une contrainte. Il faut faire attention. L'élasticité, ça ne veut pas dire qu'il peut se déformer. C'est juste que quand tu vas l'avoir étiré, il va reprendre sa forme qu'il avait au départ. Donc, après avoir été déformé, il reprend sa forme. Donc, on peut penser, exemple, à un matelas avec de la mousse mémoire. Avec la mousse mémoire, tu mets ta main, tu te couches dessus, et quand tu te tasses, la mousse reprend sa forme qu'elle avait au départ. Autre propriété, c'est la résilience. La résilience, c'est la capacité de résister au choc. Fait que si j'ai, comme exemple, un bâton de baseball, un bâton de baseball a la capacité de résister au choc, parce que si je frappais ma balle de baseball puis que mon bâton de baseball éclatait, bien, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de résilience. Même chose pour la balle. La balle doit être capable de résister au choc, à l'impact avec le bâton de baseball. Donc, elle a quand même une grande résilience. Sinon, elle exploserait. Propriété suivante, la ductilité. Donc ça, c'est peut-être une des propriétés dont le mot est nouveau, qu'il faut apprendre, qu'il faut retenir. La ductilité, c'est la capacité de s'étirer sans se rompre. Donc, je vais subir une traction, une force qui essaye de m'étirer de chaque côté, et je vais pouvoir m'étirer pendant un certain temps sans me rompre, sans casser. Donc, un peu un exemple, on pourrait prendre la corde du sauteur de bungee. Cette corde-là doit être capable de s'étirer sur une certaine distance sans casser, sinon il pourrait arriver malheur à notre sauteur. Ensuite, on a la malléabilité. Une autre propriété qui ressemble un petit peu à la ductilité, cette fois-ci, c'est la capacité de plier sans se rompre. Avec la ductilité, on s'étire, la malléabilité, on va plier. Donc, on peut donner un exemple, les plongeoires. Donc, une plongeoire sert à nous propulser dans les airs, donc elle doit avoir une certaine malléabilité, ce qui veut dire qu'il lui permet de plier jusqu'à un certain point. Et la plongeon, il faut penser qu'elle a aussi de l'élasticité, parce qu'elle va reprendre sa position initiale, sa forme, après avoir plié pendant un certain temps. Donc, malléabilité, être capable de plier, de se déformer, sans casser. Ensuite, la rigidité. La rigidité, c'est garder sa forme. Fait que tantôt, on a parlé de dureté. La dureté, c'est résister à la pénétration. J'essaie de rentrer un clou dedans. La rigidité, c'est un petit peu différent. C'est être capable de garder ma forme. Ne pas me faire déformer, même si on pèse dessus de toutes sortes de façons. Et un exemple, ça pourrait être nos outils. Fait que vous venez de voir apparaître un marteau à l'écran, et ce marteau-là, on remarque tout de suite que la tête, elle a plié. Fait que c'est pas le fun d'avoir un marteau qui plie à rien, qui se brise tout seul. Donc, il faut que nos outils soient rigides pour résister au traitement qu'on va leur infliger. Fait que ce matériau, malheureusement, a subi une force qui était plus grande que sa rigidité, et il n'a pas réussi à garder sa forme. Rigidité, garder la forme. Ensuite, on a la fragilité. La fragilité, c'est la capacité de ne pas résister à une contrainte en se brisant. C'est un petit peu le contraire de la rigidité. La fragilité, c'est que tu veux qu'il se brise. Fait que c'est peut-être une non-propriété, parce qu'on veut que mon objet brise. Fait qu'on donne l'exemple de l'alarme à incendie. On a une petite tige de verre en dessous de le pull in case of fire. Fait que quand tu vas tirer sur la manivelle pour déclencher l'alarme à incendie, la petite tige de verre va casser, ce qui va permettre de sonner l'alarme à incendie. Donc, ici, on cherchait vraiment une substance, un matériau qui va être fragile pour casser facilement. Par contre, quand on parle de propriétés mécaniques, il faut savoir qu'on parle d'un continuum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne possède pas la rigidité et on ne possède pas la non-rigidité. Tous les objets sont rigides dans une certaine mesure. Donc, tu peux être très faiblement rigide ou très fortement, très grandement rigide. Donc, on est vraiment sur un continuum. Fait que tous les matériaux qui peuvent être utilisés vont avoir toutes les propriétés mécaniques, sauf qu'il y en a qui vont l'avoir très peu, puis d'autres vont l'avoir beaucoup.
Donc, je donne un exemple pour illustrer ça. La voiture. Bien ici, à l'avant de la voiture, on a une très faible résilience. La résilience, c'est la capacité de résister au choc. Parce que ma voiture, quand elle va rentrer, elle va subir un accident, on veut que l'avant, où il y a le moteur, puisse se déformer beaucoup pour absorber le choc. Tandis que la cage à l'intérieur qui protège l'habitacle, où il y a le conducteur et ses passagers, bien, on veut qu'il y ait une très grande résistance pour protéger de l'impact mes personnes. Donc ici, on a la même propriété qui est la résilience, faible à l'avant et très forte au centre pour protéger les passagers. Maintenant, si on parle de propriétés non mécaniques, la première, la résistance à la corrosion. Donc ici, résister à l'action des substances corrosives, on peut penser la rouille, n'importe quelle sorte d'acide, des choses qui vont ronger généralement les métaux, mais ça peut être aussi des plastiques. Donc ici, je donne l'exemple d'une voiture, elle n'a pas résisté à la corrosion et elle est très très maganée avec le temps. Deuxième propriété non mécanique, c'est la conductibilité électrique. Donc, on veut permettre le passage d'un courant électrique, comme tout fil électrique, les pylônes électriques, les lignes à haute tension, on veut que le courant passe facilement. Troisième caractéristique, c'est la conductibilité thermique. Donc, c'est permettre la propagation de la chaleur. On peut penser facilement à tout ce qui est poêle à frire, chaudron, donc tout ce qui sert à faire cuire de la nourriture, on veut permettre le passage de cette chaleur-là pour que ma nourriture puisse l'absorber et puisse cuire. On a aussi la légèreté. La légèreté, c'est la capacité de posséder une faible masse volumique. Quelque chose qui va être léger va être pratique si on veut le transporter, comme un ordinateur portable. Si on avait les ordinateurs portables qui étaient faits en fonte, qui est un métal très 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 lourd, ça serait moins portable. On veut des matériaux qui sont légers, qui ont une faible masse volumique, pour faciliter leur déplacement de nos portables. Donc la grande majorité des substances qui sont portatives vont être légères. Et enfin, la dernière propriété non mécanique, c'est la neutralité chimique, ce qui veut dire réagir très peu chimiquement. Ça ressemble un petit peu à la résistance à la corrosion, mais ça englobe plus de substances. On parle normalement de substances qu'on veut qui résistent à différents types de produits chimiques, comme les revêtements sur les comptoirs dans les laboratoires de sciences, dans les écoles. Ici, c'est les comptoirs qui sont noirs, c'est pas juste une peinture noire, c'est une peinture spéciale qui permet de résister à l'action des produits chimiques. Parce qu'on ne sait jamais quel produit chimique on peut renverser sur une table de laboratoire. Donc, il faut que cette table-là ne commence pas à fondre ou à brûler sous l'effet d'un produit chimique parce qu'il y a une réaction que tu ne veux pas qu'il arrive. Donc, c'était notre dernière propriété non mécanique. Et on vient donc de terminer notre deuxième sujet, la propriété des matériaux. Il nous en reste 3 catégories de matériaux. On va faire ça vite. La première catégorie, les métaux. Donc, les métaux, on retrouve ça dans le sol, c'est extrait d'un minerai. On peut parler du fer, du cuivre, du zinc. Généralement, les métaux, on va les retrouver dans le tableau périodique. Dans la catégorie des métaux, mais ça, c'est plus du secondaire 4, fait qu'on va sauter ça. Les métaux, c'est extrait d'un minerai. On trouve ça dans le sol. Les alliages. Les alliages, c'est un mélange homogène d'un métal avec une autre substance. Mélange homogène, ça veut dire que tu vois juste une seule phase. Donc, ça a l'air d'être une seule substance, mais en réalité, c'est 2 substances ou plus qui sont mélangées ensemble et qui donnent une nouvelle substance. Donc, on peut parler d'acier, de laiton, de bronze. C'est tous des alliages. L'image que vous avez vue apparaître à l'écran, c'est un petit peu le principe de construire un alliage. Mes boules rouges, ça pourrait être le fer dans l'acier. Et entre mes particules de fer, mes atomes de fer, il y a des espaces vides. Et on va remplir ces espaces vides par mes petites boules bleues qui sont mes atomes de carbone. Et en faisant cette matrice-là, on obtient un métal qui est différent, un alliage qui possède des caractéristiques différentes. Donc, qui va avoir une densité plus élevée, une masse volumique plus élevée, qui va être plus rigide, qui va être plus résistant aux déformations. Donc ici, on est gagnant par rapport au fer qui est plutôt mou.
Ensuite, on a les céramiques. Les céramiques, c'est obtenu par la solidification d'un mélange à haute température. Dans le fond, c'est quelque chose que tu prends puis que tu vas cuire, comme un œuf. Mais l'œuf, quand tu le laisses cuire assez longtemps, il devient tout carbonisé, tout dur, ben c'est le même principe. Tu prends un mélange et tu le fais chauffer suffisamment longtemps, ça devient dur, comme des briques, des poteries, du verre. C'est toutes des substances que tu as chauffées jusqu'à temps qu'elles deviennent dures. Fait que ça, c'est nos exemples de céramique. Ensuite, on a les matériaux composites. Composite qui veut dire composé d'autres substances. À la différence des alliages, les matériaux composites sont des mélanges hétérogènes de deux matériaux de catégories différentes. Hétérogène, ça veut dire qu'on peut voir visuellement les matériaux différents. Donc, on peut penser au béton armé, à la fibre de verre. Et ici, on a un tissu qui porte plusieurs types de tissus qui va l'aider à avoir certaines propriétés d'isolation thermique, et ainsi de suite, d'imperméabilité. Donc, le tissu qui aurait plusieurs couches comme celui-là serait un tissu qu'on appellerait un matériau composite. Si on parle du béton armé, qui est un exemple assez classique, on a des tiges d'acier qui sont insérées à l'intérieur du béton pour l'aider à garder sa forme. Le béton étant facilement cassable avec les changements de température avec l'hiver québécois qu'on peut avoir. Donc, en rajoutant des tiges d'acier à l'intérieur du béton, ben même s'il va casser, les tiges d'acier vont retenir le béton et il va donc garder sa forme et ne pas se briser et s'effondrer sur une personne. Et enfin, il nous en reste deux. Il reste les bois, qui sont les matériaux provenant du tronc ou des branches des arbres. Il existe plusieurs espèces de bois et on peut les séparer dans trois types, les bois durs, les bois tendres puis les bois modifiés. Comme j'ai expliqué en classe, si vous avez des questions sur les types de bois, je vais vous fournir la grille d'identification des bois avec lesquels sont des bois durs, lesquels sont des bois tendres, lesquels sont des bois modifiés. Donc, un bois, ça provient d'un arbre. Ensuite, on a les matières plastiques. Les matériaux qui sont à base d'un polymère. Les plastiques proviennent du pétrole. Généralement, on est capable de faire des plastiques synthétiques ou naturels, alternatifs, qui proviennent de résine, des choses comme ça. Mais la majorité des plastiques proviennent du pétrole. Et le terme qu'il faut se rappeler, c'est le terme polymère. Donc, il y a différents types de plastiques. On sait à quoi ça ressemble un plastique, mais on a le PVC aussi, le plexiglas, et ainsi de suite. Les plastiques, c'est à base de polymère. Et enfin, il reste les matériaux cellulaires. Matériaux cellulaires, ben, c'est tous les tissus obtenus par culture cellulaire qu'on a vu dans le chapitre sur les biotechnologies. Donc, on peut avoir des cultures de peau, de tissus musculaires, et ainsi de suite, qu'on aurait fait en laboratoire. Et avec ça, on vient de terminer les catégories des matériaux. Il reste juste les étapes de fabrication et les procédés de fabrication. Donc, étapes de fabrication, je vous les présente. On a la première étape qui est le mesurage et le traçage des pièces. La deuxième étape qui est l'ébauchage. La troisième étape qui est le façonnage de précision. La quatrième étape, c'est l'assemblage et la finition. Je l'ai mis en gris ici parce que j'en parlerai pas dans la vidéo et il n'y aura pas de questions à l'examen sur cette étape-là parce que ce n'était pas dans le manuel qu'on a acheté, nous, à l'école. Et enfin, la dernière étape, c'est le contrôle, qu'on aurait pu peut-être aussi inverser avec la quatrième étape. Ces deux étapes-là peuvent s'inverser. Donc, si on parle du mesurage et du traçage, notre première étape, eh bien, il y a certaines qualités pour assurer un bon mesurage et un bon traçage. Donc, premièrement, on veut, quand on fait le mesurage et le traçage, effectuer le tracé des pièces à découper sur le matériau désiré. Sur l'image que vous voyez, on voit des mains, c'est une personne qui est en train de dessiner la pièce 1 et la pièce 2 pour pouvoir la découper plus tard dans sa pièce de bois. Quelles sont les qualités d'un bon mesurage et d'un traçage? Bien, premièrement, on a utilisé des outils précis. On prend une règle, une équerre, un compas, pour s'assurer que nos lignes sont droites, qu'elles sont bien faites. On ne veut pas faire un traçage qui est à main levée, qui va être croche, ainsi de suite. On veut vraiment faire des pièces qui sont bien dessinées. Ensuite, on veut minimiser les pertes en matériaux.
Donc, on va regrouper le tracé des pièces pour obtenir des retailles réutilisables. Fait que si on regarde dans la pièce de bois qu'on a à l'écran, bien, la pièce 1 et la pièce 2 sont quand même dessinées proches l'une de l'autre, ce qui me permet d'avoir une grande retaille que je vais pouvoir utiliser plus tard. Si j'avais mis la pièce 1 au milieu puis la pièce 2 à côté, j'aurais eu des petites retailles qui auraient été peu utilisables. Donc, on veut minimiser les pertes en matériaux. Ensuite, on a évité les lignes communes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on veut s'assurer d'avoir les dimensions exactes de chacune de nos pièces malgré la largeur des outils de coupe. La pièce 1 et la pièce 2, si je les avais collées pour qu'ils partagent un même côté, mais quand j'aurais coupé avec la scie, il faut savoir que la lame de la scie elle a une certaine largeur. Donc, elle aurait bouffé une partie de mes deux pièces, et à ce moment-là, je n'aurais pas eu les bonnes dimensions que j'ai mesurées. Fait qu'on va utiliser, on va décaler un petit peu nos pièces pour avoir un espace entre les deux, pour pouvoir passer ma scie sans avoir à bouffer une de mes pièces, en bon québécois. Après le mesurage et le traçage, on va aller avec l'ébauchage. L'ébauchage, c'est d'un façonnage rudimentaire afin d'obtenir une forme qui est proche. Fait que si on regarde l'image qu'on a, nous, ce qu'on veut, c'est tracer, c'est découper les 3 cercles qui sont collés ensemble, qui font une espèce de triangle circulaire, mais on ne va pas essayer de le découper directement sur la ligne noire pour obtenir la pièce finale, mais on va découper sur la ligne pointillée autour qui va nous permettre d'obtenir une forme qui est proche, qui se rapproche. Ce que ça permet, bien, ça permet d'éviter de briser le matériau, parce que si tu donnes un coup de scie croche, bien, tu pourrais couper à l'intérieur de ton matériau, et à ce moment-là, il serait brisé et tu devrais recommencer. Ou certains matériaux sont plus fragiles, et on va utiliser des outils qui vont les protéger pour faire une coupe rudimentaire. Et enfin, ça facilite la coupe de précision. En ayant enlevé toutes les grosses parties de mon bloc de bois, eh bien, je me ramasse avec une pièce qui est beaucoup plus petite, qui va être beaucoup plus facile à manipuler pour faire une coupe de précision. Donc, ça facilite la coupe de précision. Une fois l'ébauchage fait, on va au façonnage de précision. Donc là, ici, on va raffiner nos coupes pour obtenir la pièce désirée. Fait qu'ici, on avait notre pièce qu'on avait ébauchée, et on va prendre des outils spécialisés, parfois même plusieurs outils de précision qu'on va utiliser, jusqu'à temps qu'on obtienne notre pièce parfaitement découpée comme on le voulait. Donc ça, c'est le façonnage de précision qui va être vraiment la pièce bien faite telle qu'on la voulait. Et enfin, on a le contrôle. Le contrôle qui est la vérification des mesures avec des outils spécialisés. Fait que je vais prendre une règle, un pied de coulisse, et je vais mesurer mon objet pour m'assurer que les mesures que j'ai dessinées sur mon plan et que j'ai ensuite tracées sur ma pièce, que c'est bien celle-là que j'ai découpée et que j'obtiens à la fin. Et je pourrais ensuite assembler le tout et faire la finition, que ça peut être de la peinture, du vernis, ainsi de suite. Et avec ça, on vient de terminer les étapes de fabrication. Il nous reste juste les procédés de fabrication. Donc, on ne lâche pas, il nous reste juste un sujet, on y va vite, ça se fait bien. Donc, les procédés de fabrication, c'est ce qu'on appelle les techniques de façonnage. Il y a 2 types de techniques de façonnage, les techniques par enlèvement de matériaux et l'autre par déformation de matériaux. Fait qu'on va commencer par voir les 4 premières méthodes par enlèvement de matériaux, et ensuite on va voir les 5 méthodes par déformation de matériaux. Donc la première par enlèvement de matériaux, c'est le sciage et découpage. Donc, on va couper le matériau avec une scie, un laser, un jet d'eau, peu importe. On va découper le matériau en suivant les lignes de coupe qu'on aurait tracées. Quand même assez facile et facile à se souvenir aussi. Ensuite, on a le profilage. Donc, le profilage, c'est creuser une pièce pour obtenir la forme désirée. Donc ici, on voit une mèche que j'ai qui a 2 lames. Une lame qui est beaucoup plus large que la deuxième lame. Fait qu'on va pouvoir l'insérer en utilisant une genre de perceuse. Elle va tourner cette lame-là et on va l'insérer dans une pièce de bois. Et ça va faire un trou qui a la forme de ma pièce, qui ressemble comme un T inversé. Et je vais pouvoir donc l'utiliser pour insérer des supports. Donc le profilage, c'est quand on fait une ligne de coupe
sur la longueur d'une pièce qui va lui donner une forme particulière. On peut penser ici à nos supports, mais on peut penser aussi à tout ce qui est moulure pour les pentures, pas les pentures, mais les cadres de porte, les cadres de fenêtres ou sur les murs, les moulures. Donc, c'est un autre type de pièce qu'on va faire du profilage. Ensuite, on a le tournage. Ici, ce n'est pas un tournage de télévision. Hein, quand je cherchais sur Google tournage, je trouvais juste des images de films. Mais quand on parle de tournage en mécanique, en fabrication de matériaux, c'est on prend une pièce, on l'insère sur un support qui va tourner à très grande vitesse et avec une lame, on va enlever du matériau pour lui donner la forme qu'on veut. Donc, on façonne la pièce lorsqu'elle tourne sur elle-même à grande vitesse. Ici, la partie suivante, c'est le perçage et le frésurage. Alors, on creuse des trous avec une perceuse ou un emporte-pièce. Quand on parle de frésurage, le frésurage, c'est on veut donner la forme de la vis que je vais insérer dans mon trou pour qu'elle puisse arriver au même niveau que le matériau, pour pas qu'elle fasse une genre de bosse. Donc ça, c'est le frésurage. Je ne vous demanderai pas la définition de frésurage et vous devez savoir perçage et frésurage. Donc, les étapes de déformation du matériau, les procédés de fabrication par déformation du matériau, le premier, c'est ce qu'on appelle le laminage. Donc, on aplatit le matériau en le faisant passer entre deux rouleaux compresseurs. Fait qu'ici, on a une animation, on a en bleu nos deux rouleaux compresseurs, et on fait avancer le métal rouge, qui est un métal mou, qui a été chauffé, et en passant entre les deux rouleaux compresseurs, il va s'aplatir, et il va aussi s'étirer un petit peu en passant sous les rouleaux compresseurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le laminage. On peut l'utiliser pour faire, exemple, du papier d'aluminium. Ensuite, on a une autre déformation, c'est par pliage ou thermopliage. Thermopliage, ça veut juste dire qu'on va chauffer notre matériau avant de le mettre dans la plieuse. La plieuse, c'est un petit peu l'appareil qu'on a ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier un matériau selon une ligne précise. Fait que j'ai ma feuille jaune au départ, je l'insère sur ma machine, le piston vert va descendre, va enfoncer ma feuille dans le moule qui est comme rose, et quand la feuille va sortir, elle va avoir la forme qu'on voit ici à l'écran. Un autre exemple de pliage, ben, on a une presse, on insère une feuille rouge de métal, et on va la plier suivant la ligne de coupe, suivant la forme de la presse. Donc ça ici, c'est une autre méthode de pliage, thermopliage. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'extrusion. L'extrusion, c'est on pousse un matériau ductile. Ductile, ça veut dire qu'il peut s'étirer à travers une plaque ayant un trou d'une forme particulière, un genre de moule. Donc, ce qu'on voit à l'écran, on a en rose ici le matériau qui est ductile, qui peut être un métal ou du plastique. On va le chauffer pour qu'il devienne plus mou et on va le faire passer à travers une pièce, un moule, ici, ce qui est une forme comme un peu en T. Et avec la pression, avec un piston, on va le pousser et ça va donner la forme de la pièce qu'on veut obtenir, la pièce d'extrusion. Donc, je vous montre ici un autre procédé. On met de la poudre de plastique dans une vis sans fin. À force qu'elle avance dans la vis sans fin, elle se fait chauffer. Le plastique devient donc mou, malléable, c'est facile à utiliser. Et la vis sans fin va pousser le plastique à travers le moule. Et ce que ça va sortir, c'est une pièce avec la forme désirée. Donc ça ici, c'est un autre procédé d'extrusion qu'on utilise pour les plastiques. Ensuite, l'avant-dernière méthode de fabrication par déformation, c'est ce qu'on appelle le moulage. Donc, on verse un matériau liquide dans un moule dont il prendra la forme. Donc, j'ai mon moule ici, qui est la forme d'un genre de vase. Les deux pièces de moule vont être collées ensemble. On va insérer le métal à l'intérieur de mon moule. Et quand je vais, après lui avoir donné le temps de refroidir, je vais juste enlever mes deux moules et je vais obtenir la pièce finale. Et enfin, dernier procédé, c'est par moulage, par injection soufflage. Donc ici, on injecte un matériau dans un moule, puis on injecte de l'air pour le pousser contre les parois du moule. Fait qu'ici, on a en orange notre plastique et le tube gris foncé, c'est le tube qui va permettre d'injecter l'air.
Fait qu'on va insérer notre plastique à l'intérieur de mon moule, qui a la forme d'une genre de bouteille. Et ensuite, je vais pousser de l'air dans mon plastique. Celui-ci va gonfler jusqu'à temps qu'il prenne la forme de mon moule. Et ensuite, je vais le démouler tout simplement pour l'enlever. Qu'est-ce que ça donne? Donc ici, voici l'animation. On a pris notre plastique, on l'insère dans le moule, on ajoute de l'air, il prend la forme du moule et je le démoule ensuite pour obtenir ma bouteille. Donc ça, c'est vraiment un exemple de moulage par injection soufflage. Et avec ça, on vient de terminer notre dernière étape, les procédés de fabrication. Avec cette vidéo, on vient de voir chacun des sujets qui sont à l'étude pour l'examen. J'espère que ça va vous aider. Retournez étudier dans vos cahiers et assurez-vous d'être bien préparé, bien reposé pour l'examen. Sur ce, bonne chance et bye bye la gang.